Nicolas, bonjour. Bonjour. Tu as annoncé ta candidature à l'élection présidentielle de 2027. Tu es un homme prévoyant. Je suis pas le seul. Édouard Philippe, Mélenchon, Marine Le Pen et d'autres. Et quand je vois ce qui s'est passé depuis quelques semaines, l'accélération des événements incroyables, ce coup d'État européen inimaginable au départ, la complicité d'Emmanuel Macron et la passivité incroyable des forces politiques françaises, eh bien je me suis dit qu'il fallait que j'accélère. Parce qu'il faut alerter les Français. Bon, mais je vais quand même te faire une interview contrarienne, fidèle à la tradition du courrier. J'espère bien. D'abord, je signale pour les auditeurs qui verront cette émission ce mardi, qu'elle est en réalité tournée lundi, jour de commémoration, de célébration du 5e anniversaire du confinement. Tu as fait partie de ceux qui ont remis en cause, comme nous, le narratif officiel. Comme nous, tu as été taxé de complotisme, de plein de choses horribles. 5 ans après, quelles leçons tu tires de ce traumatisme collectif, vécu très différemment par les normistes, comme on dit, ou par les autres, de ce traumatisme collectif qui a été le confinement et tout ce qui a suivi le confinement? Cela restera dans l'histoire comme le début, et j'espère le début de la fin, mais d'une dérive totalitaire de nos sociétés postmodernes. Et ce qui est effrayant, c'est cette incapacité de la société française, aujourd'hui, 5 ans après, alors qu'on a tous les éléments, à oser dire ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce déni de réalité, ce déni de souvenir, ce déni de mémoire qui est en train d'être fait. Et j'ai lu, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que hier, j'ai lu ce livre, et je l'ai amené par hasard, parce que je voulais le mettre dans la bibliothèque, donc c'est pas pour l'émission, de Pierre Chaillot, Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et ce livre est chez l'Artilleur, est absolument fabuleux, parce que je l'ai lu en une journée, en 180 pages, il résume tout, et il résume l'escroquerie incroyable qui a fait passer pour Covid-19 des maladies habituelles, et le fait qu'il y a eu ce pic de mortalité en 2020 uniquement parce qu'on n'a pas voulu soigner les gens et qu'on a euthanasié des milliers de personnes âgées dans nos EHPAD. Surmortalité donc liée à une incapacité, volontaire ou non, de soigner, et ensuite surmortalité confirmée par ce livre, lié au vaccin ARN non testé qu'on a imposé d'une manière générale aux Occidentaux, aux Français. Cela devrait être un scandale d'État, mais incroyable. Eh bien, ça passait comme une lettre à la poste. Il estime à 290 000 morts. Sans parler de la chute de fertilité, des nouveau-nés mort-nés. Et ça passe. Personne n'en parle. Et si on en parle, on est perçu comme un dangereux personnage. Alors heureusement, aux États-Unis, je pense que les choses vont évoluer quand même, bien que l'industrie pharmaceutique veille au grain. En Allemagne, ça a un peu bougé, mais c'est le grand déni. Et c'est un grand déni parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui savent qu'on a eu raison, mais qui ne veulent pas reconnaître à la fois qu'ils se sont trompés, et puis qui ont un peu peur, et qui donc ne veulent pas admettre qu'ils ont accepté qu'on leur inocule un produit dangereux. Voilà. Donc c'est très compliqué à gérer. Espérons qu'au moins cela prévienne d'une future manipulation par la peur, puisqu'on voit que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui sur la menace russe est exactement le même processus que sur la menace Covid. On retrouve exactement un mensonge d'État, une propagande médiatique, une peur des responsables politiques qui, en fait, ont tellement peur d'être accusés de complotisme ou d'être perçus comme des gens bizarres qu'ils accréditent la thèse officielle. Et c'est là, je reviens à la question que tu me posais, pourquoi encore une fois? Parce que tout le monde se dit ça, Dupont-Aignan il va ressortir de sa boîte pour la 4e fois, mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est le désert politique.
C'est-à-dire que la force politique principale, le Rassemblement national, où il y a des gens très bien, est aux abonnés absents. Et ça, je ne peux pas le supporter, libre à eux. C'est un choix sans aucun doute stratégique et tactique, qui mérite respect dans un sens, parce qu'ils veulent gagner à tout prix. Mais au moins, qu'il y ait quelques personnes dans la vie politique française qui, à un moment, disent « stop ». Et je suis extrêmement serein et convaincu, parce que je me dis, c'est vraiment mon devoir. Mais qui le fait? Nous sommes même pas 5. On va, si tu en es d'accord, revenir sur les questions internationales, mais c'est très bien, sur les questions internationales et sur les questions de politique intérieure. Mais je voulais finir sur le Covid, parce que j'ai une question contrarienne. Il y a 5 ans, Macron a annoncé le confinement, tout le monde restait chez lui, et Macron a annoncé de fait la nationalisation de l'économie, le quoi qu'il en coûte, qui a coûté 600 milliards de dettes supplémentaires à la France et un affaiblissement dans beaucoup de domaines. On va pas en faire la revue aujourd'hui. Mais toi, président, tu aurais fait quoi à sa place? Notamment pour répondre à la peur qui s'était emparée. Oui, mais la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est, moi, président, quelles informations réelles j'aurais eues? Est-ce que c'est une question fondamentale. Est-ce que le président avait des informations supplémentaires à nous et qu'il a sciemment participé à ce mensonge collectif, et à ce moment-là, j'aurais pu faire autrement tout de suite? Ou est-ce qu'au contraire, il a tâtonné et il a été prisonnier de mensonges scientifiques? Peut-être que sur l'affaire du confinement au départ, on peut lui donner le bénéfice du doute. En revanche, son discours du 12 juillet 2021, criminel, tu vois, ce discours où, pris d'en bas, avec le drapeau tricolore, où il impose le pass vaccinal. Là, il n'y a aucun pardon possible, puisque le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, à la manœuvre depuis le départ, a avoué sur France 24 il y a quelques mois qu'il avait prévenu en mars 2021, donc 3 mois avant la déclaration d'Emmanuel Macron, que le fameux vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc, ça veut dire que sciemment, Emmanuel Macron a mis en place un pass vaccinal pour vacciner à outrance des populations qui ne risquaient rien du Covid, sachant pertinemment que le mensonge « vaccinez-vous, vous, gamin de 15 ans, parce que sinon vous allez tuer votre grand-mère », c'était un mensonge. Il le savait, puisque Delfrécy, son complice, dit « j'ai prévenu Olivier Véran que le vaccin ne servait pas à ça ». Et donc, là, je peux dire j'aurais fait autrement. J'aurais fait comment? Mais j'aurais pas décrété cette mobilisation générale pour vacciner les gens de force. Parce que comme ils ne pouvaient pas rendre le vaccin obligatoire, compte tenu qu'on était en phase 3, ils ont fait comme s'il était obligatoire en interdisant aux gens de circuler. Donc, autant sur la première phase de confinement, je peux donner le bénéfice du doute, mais sur la deuxième phase, une fois qu'on a vu que, il y avait des médicaments qui soignaient, qui ont été refusés, criminels, on aurait pu sauver des dizaines de milliers de vies, de gens qui souffraient en fait du Covid, qui était une pneumonie, une bronchite, une grippe exceptionnelle, enfin tout ce que tu veux. Donc, mensonge d'État sur les soins, ivermectine, hydroxychloroquine, quand Olivier Véran interrompt les recherches, financées pourtant par LVMH, de l'Institut Pasteur de Lille, pour un médicament style ivermectine qui allait couper tout, c'est bien qu'il est criminel, et qu'il le sait. Donc tout a été fait par l'appareil d'État pour empêcher de soigner les gens. Là, on aurait pu faire autrement. Premier point. D'ailleurs, il y a des pays qui ont soigné. Au Japon, en Afrique. Donc, il y a eu d'autres visions. Donc, premier point, l'interdiction des soins. Premier mensonge. Deuxième mensonge criminel, le fait de vacciner des jeunes qui n'en avaient pas besoin sous prétexte de la transmission, alors même qu'ils savaient tous que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc, c'est hallucinant. En conséquence, suspension débile de tous les soignants, pompiers, etc. Donc c'était bien la volonté d'imposer un vaccin toxique. Alors est-ce qu'ils savaient qu'il était toxique? Bon. Et puis troisième mensonge d'État sur justement la toxicité de l'injection, qui apparaît aujourd'hui avec ces chiffres absolument effrayants. Je recommande ce livre, parce que ce livre montre
qu'il y a une corrélation entre les courbes de surmortalité de l'année 2021-2022 et les vaccinations dans tous les pays du monde. Mais c'est criminel. Et ce qui est encore plus criminel, c'est qu'aujourd'hui encore, nos personnes âgées de plus de 65 ans cet hiver, au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, ont reçu des lettres de l'assurance maladie leur disant « Allez vous vacciner contre la grippe et le Covid ». Ça veut dire que, alors qu'on sait que ce vaccin, cette injection est toxique, on continue, l'État, à essayer de convaincre les personnes âgées qui se méfient de plus en plus de le prendre, enfin de se le voir injecter. C'est fou. Alors, sur le confinement même, c'est tellement facile de refaire l'histoire, je ne peux pas te dire. Mais sur tout le reste, on voit très bien qu'ils ont épousé un discours préétabli, organisé, et qu'il y a quand même certains pays qui ont refusé le confinement. Il y a certains pays qui l'ont édulcoré, il y a certains pays qui n'ont pas été à la phase suivante. Ce qui est terrible dans ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont persisté et signé. Et on peut reprendre toutes mes vidéos, on peut reprendre toutes mes déclarations à l'Assemblée qui sont au compte-rendu du journal officiel. Je me suis battu, mais comme un fou, lors du vote des lois de 2020-2021, et j'étais bien seul dans l'hémicycle, et je me souviens encore de certaines personnalités. Bon, pourquoi pas le dire, Marine Le Pen venant me voir en me disant « Tais-toi, tu sais, les personnes âgées vont plus voter pour nous ». Voilà la réalité. Ce qui est vrai. Toi-même, en tant qu'élu local, enfin député, tu as dû être confronté dans ta circonscription. Mais c'est vrai. À des gens qui t'ont dit Macron nous sauve de la mort. J'ai fait une émission. J'ai eu un duplex TF1, du journal de 13 heures de TF1, quand il m'invitait. On peut retrouver décembre 2020. Décembre 2020. Au moment où on va lancer le vaccin. Voilà. Et on peut retrouver 2 minutes. Et j'ai dit, je ne serai pas une souris de laboratoire et un cobaye d'un vaccin qui n'est ni étudié et dont on ne connaît pas les conséquences. Je sors de cette interview, je croise quelqu'un dans ma ville 2 heures après, un petit couple, qui me dit, Monsieur Dupont-Aignan, vous voulez notre mort? Ça a existé, ça. Mais bien évidemment. Oui, mais quel est le rôle d'un homme politique? C'est de céder à la peur, c'est de l'alimenter. C'est quoi le rôle d'un homme politique? Alors oui, je sais. Et ma défaite aux législatives est peut-être liée aussi à ça. J'ai vu des gens, encore aujourd'hui, j'ai croisé, pour te dire, j'ai croisé pendant la campagne législative, à la sortie d'un supermarché, un pédiatre, un jeune pédiatre hospitalier, qui m'a insulté en me disant « Vous étiez contre le vaccin Covid pour les enfants. Mais vous êtes un criminel, monsieur Dupont-Aignan. » Je lui dis, alors là, enfin, tout le monde sait que les enfants, à part un enfant obèse, un gros problème, ne risquaient absolument rien du Covid. Et encore, bon. S'il était obèse, oui, c'est pas sûr. Oui, bon, enfin, mais risquaient absolument rien. Tout le monde sait qu'il y a une surmortalité gravissime des enfants qui ont été vaccinés, avec des arrêts cardiaques. Et un pédiatre de l'hôpital public français m'insulte à la sortie d'un supermarché. Vous voyez à quel point... Et ce jeune pédiatre, je pense pas qu'il ait touché de l'argent. Pour le coup, il y a eu des médecins de plateau avec des conflits d'intérêts gigantesques, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent déversé. Et il y a surtout eu... J'aimerais qu'on sache, je fais une parenthèse, j'aimerais qu'on sache, on ne peut pas savoir, quels sont les manias des médias qui ont acheté des actions Moderna à très bas coût, et qui se sont enrichis énormément avec la montée des cours et qui les ont revendus après. Des fortunes se sont faites. J'ai rencontré un autre professeur d'université qui m'a expliqué que ses collègues de l'hôpital public avaient vendu leurs assurances-vie pour acheter des vaccins et qu'ils avaient été multipliés par 3 ou 4 en l'espace de 6 mois, qu'ils les avaient revendus bien sûr, et qu'ils s'étaient fait des fortunes. Donc, il y a eu une histoire de fric, il y a eu une histoire de pouvoir, il y a eu d'autres choses, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et bien sûr, je l'ai payé cher, mais à quoi ça sert? Enfin, là, c'est la question de la vie ou de la mort des gens. C'est plus la question de... Enfin, c'est pas la question de savoir si la retraite est à 62, 63, 64, ce qui est une affaire grave. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on accepte de se taire alors qu'on sait qu'on est en train de tuer des gens?
Est-ce qu'on accepte de se taire alors qu'on sait qu'on pourrait sauver des gens avec un médicament? J'ai fait quasiment du trafic d'ivermectine. Non mais, et tu sais, pour que ça soit intéressant quand même, un jour j'ai été en conversation avec un membre du Congrès américain, un congressman du Texas de mémoire, quand j'étais aux États-Unis, puisque j'ai été voir aux États-Unis. Et c'est quand même extravagant de me dire qu'un républicain du Texas, au téléphone, en visio, j'ai fait une visio avec lui, m'explique qu'il envoyait des boîtes d'ivermectine à des amis qui étaient dans l'État de New York, parce que dans l'État de New York, démocrate, l'ivermectine était strictement bannie. Les pharmaciens en France à qui je voulais acheter de l'ivermectine me disaient « Attention, si j'en commande trop, l'assurance maladie va me sanctionner. » Donc c'est quoi ça? C'est tout un État, l'État avec un grand E, qui fait tout pour qu'on ne soigne pas les gens. Pourquoi il fait ça? Pour les tuer? Quand même pas. Pour que le vaccin soit la seule solution. Et pourquoi il fait ça pour que le vaccin soit la seule solution alors que ce vaccin n'a pas été testé, qu'il est en phase 3 expérimentale et que M. Véran, une nuit à l'Assemblée nationale, je le vois encore, hurle dans son micro au banc du gouvernement en me disant « Mais monsieur Dupont-Aignan, comment pouvez-vous mentir à ce point-là à dire que le vaccin est toujours en phase 3 ?» Et il était toujours en phase 3. Tout était inversé. Le mensonge a été élevé au rang de vérité. Et ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui en France, c'est le pays sans doute où l'omerta est la plus forte. Et que rien n'est réglé, tout a été caché, et qu'il n'y a aucune volonté de savoir la vérité. Voilà. Toi, président, est-ce que tu fais comme Donald Trump? Est-ce que tu recrutes un médecin complotiste pour le ministère de la Santé? Et est-ce que tu proposes la réintégration scientifique? Est-ce que tu proposes la réintégration aux soignants? Ne casse pas tout. Est-ce que tu proposes une réintégration aux soignants qui ont été exclus, puisqu'ils n'ont pas été vraiment licenciés, ils ont été suspendus? Mais est-ce que tu leur proposes une réintégration, j'allais presque dire à titre posthume? Réintégration, mais surtout indemnisation. N'oublie pas que beaucoup de suspendus, le nombre de femmes seules, infirmières, aides-soignantes, qui n'ont pas eu de salaire. Et où étaient passés les syndicats? Et ils ont soutenu massivement le vaccin. Où ils étaient passés? Disparus. Et donc, bien évidemment qu'il faut faire ça, mais il faut surtout... C'est pas un médecin complotiste. Moi, je refuse de rentrer dans ce... Les complotistes, ce sont eux. Ce sont eux qui ont alimenté la peur. Donc, c'est une forme de complotisme. Ce sont eux qui ont menti sur les soins, qui ont menti sur la transmission et qui ont menti sur les effets secondaires. C'est 3 mensonges d'État successifs. Alors, on peut mentir peut-être une fois pris, admettons, mais pas 3 fois de suite. Et d'autres pays n'ont pas fait ça. Donc, voilà, maintenant... bien sûr qu'il faut faire tout ça, mais il y a énormément de médecins, il faudrait mettre Christian Perron ministre de la Santé. Alors ça changerait. Un homme d'une intégrité totale, qu'on a fait passer pour fou, alors qu'il était quand même vice-président d'un comité vaccin à l'OMS. Donc on ne peut pas dire que Christian Perron ne connaisse rien au vaccin. Là aussi, tout est inversé. Je ne sais pas si tu as vu les articles dans la presse du régime sur Kennedy, qu'on fait passer pour un fou furieux... complotiste, même Kennedy Junior. Junior, oui. L'actuel ministre de la Santé. Si tu as vu, il y a eu un article, je crois, dans le Parisien, du journal de Bernard Arnault. Voilà, qui expliquait qu'il avait eu une maladie mentale parce qu'il avait eu un AVC, enfin, il était atteint d'une maladie mentale. Non mais, c'est hallucinant ce qu'on voit. Mais, en fait, comme les Français lisent de moins en moins les journaux, bon, bah, ça passe. En fait, il y a un microcosme. C'est pas le microcosme politique, là, c'est le microcosme médiatique qui est largement subventionné, qui fonctionne en circuit fermé, ils se font plaisir entre eux. Alors, la seule bonheur qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent leurs journaux, qu'il y a de plus en plus de gens sur les réseaux, et que la vérité finira par l'emporter. Et ce qui s'est passé aux États-Unis se passera obligatoirement en France, à la condition que les forces d'alternance ne soient pas des forces du système. Que le système ne reprenne pas la force d'alternance pour en faire finalement une sorte d'alibi. Et c'est pourquoi je me présente. C'est vraiment pour ça.
C'est parce que je pense que j'ai prouvé que je suivrai toutes mes convictions, rien que mes convictions, sincèrement. On va dérouler le fil. Le Covid, le confinement, le quoi qu'il en coûte, c'est 600 milliards de dettes en plus. Aujourd'hui, la France est surendettée et court après le lièvre, si j'ose dire, pour essayer de couvrir le déficit. On parlera tout à l'heure de l'armement, du réarmement. Toi, président, tu fais quoi pour juguler la crise des finances publiques? Ben, j'ai écrit. Et j'ai écrit suffisamment tôt, puisque j'ai écrit mon livre en 2021. Il est sorti pour la présidentielle de 2022. Où va le pognon? L'édition de l'Archipel, 10 €. Et j'ai écrit un livre en prenant les rapports parlementaires, à la fois de gauche et de droite, parce que tu sais que les rapports du Sénat et de l'Assemblée, on met toujours un député de gauche, un député de droite, un socialiste, un républicain, un RN, etc., de manière à ce que le rapport ne soit pas trop prisonnier du jugement politique. Donc, on a des tonnes de rapports que personne ne lit, d'ailleurs. Et j'ai voulu partir de ces rapports pour qu'on ne dise pas c'est l'idée de Dupont-Aignan. Et j'ai détaillé 100 milliards d'économies. En vérité, si on analyse le livre sérieusement, 50 milliards d'économies faciles, très faciles, et 50 milliards, honnêtement, plus difficiles à obtenir. Mais pour moi, on peut très vite, faire 50 milliards d'économies. Très vite. En faisant sans faire souffrir les Français. Alors, on fait comment sur ça, 50 milliards? Eh bien, je vais t'en donner quelques milliards. 15 milliards sur les fausses cartes vitales et les faux numéros d'immatriculation sociale. Et vraiment, c'est le chiffre bas. Prats a pris des chiffres plus hauts. Le problème, c'est que Prats a fait croire que la délivrance d'une carte vitale ouvrait droit à des prestations, ce qui est faux. Non, mais ce qu'il y a dans mon livre, c'est que je mets le doigt sur les faux numéros d'immatriculation de sécurité sociale qui précèdent la carte vitale. Ça n'ouvre pas droit à des prestations. Non, mais quand tu calcules qu'il y a plusieurs millions de faux numéros et que tu additionnes, j'ai mis 15 milliards. On pourrait mettre beaucoup plus. Mais c'est le plafond, c'est le plancher. J'ai mis que 5 milliards pour l'immigration. Or, les fausses cartes et l'immigration, c'est très lié. Donc allez, ça fait un package à 20 milliards pour tout ce qui est immigration, fausses cartes de sécurité sociale. C'est très bas, mais vraiment très bas. Du temps, je mets les retraites payées à l'étranger, je mets beaucoup de choses. En fait, si tu lis les chapitres et si tu lis les rapports parlementaires, honnêtement, tu peux vraiment récupérer 20 milliards très vite. En revanche, il faut prévoir les gendarmes et les policiers dans les cités en même temps. Parce que tu vas tarir une source de revenus, parce que c'est pour ça qu'ils n'y touchent pas. C'est parce que c'est une source de... Voilà. Donc ça va de pair avec une politique de sécurité. Ensuite, tu as quand même 10 milliards, plus de 10 milliards pour l'Union européenne. C'est un choix majeur. Il faut arrêter de nourrir la bête. Les 10 milliards, c'est la différence entre le retour de la PAC et pour aller vite, et la contribution... 25 milliards, mais qui vont passer à 30 très vite et à 35 très vite avec les engagements de Macron, et on reçoit 15. Mais il y a un décalage de 2 ans, et on n'a jamais le coup net dans l'année. Quand on vote les 25 milliards, ou les 30, de contribution, on ne sait jamais ce qu'on va recevoir. Et on reçoit de moins en moins, et on verse de plus en plus. Donc quand je dis 10, je pense qu'on sera à 15 très vite. Très vite. Donc, on peut gratter 10 milliards sans problème. Il faut quand même se souvenir que sous Jospin et Chirac, la France donnait 1 milliard net. Moi, je suis pas hostile à ce qu'on donne un peu à la structure. Mais je veux en finir avec cette structure, donc on en reparlera. Mais, de toute façon, il faut tarir la source. Il faut les asphyxier. Ensuite, il y a l'Ukraine. On a donné 15 milliards. Ensuite, il y a les L'Institut Kiel dit 7 milliards. Non, 15 milliards, là, les derniers chiffres de la presse du régime, moi je prends la presse du régime, la Pravda, dit 15 milliards, alors moi je les crois. Bon, alors, bon. Ensuite, il y a un scandale que tu connais, alors on n'arrive pas à le faire sortir, c'est les emprunts d'État taux indexés sur l'inflation. Ils ont quand même, on a rajouté 12 milliards d'intérêts d'emprunt, le Sénat, budget 2022 de mémoire, loi de finances rectificative, pour payer, puisque Bercy émet des 10% de notre dette à taux d'intérêt variable indexé sur l'inflation. Et comme l'inflation a énormément augmenté, on a pris un coup sur la tête. Est-ce qu'on aurait pu tirer les leçons de ça? Non. Donc on a continué. C'est un cadeau gigantesque aux banques.
C'est un scandale d'État. 12 milliards. Alors, on n'économisera pas 12 milliards en une année. On a payé 12 milliards pour... Voilà. Mais c'est quand même, on gratte un peu. Et puis surtout, il y a la fameuse transition énergétique. Est-ce que c'est normal de créer des parcs éoliens offshore qui foutent en l'air toutes nos côtes françaises? J'avais un maire à côté du Tréport qui pleurait, qui est venu me voir ici la semaine dernière. Ça y est, les éoliennes après Saint-Brieuc, et tu sais à combien on achète l'électricité à Saint-Brieuc? À plus de 150 € le kilowattheure. Je me demande si c'est pas 198 ou 100, je veux pas dire une bêtise, donc on vérifiera. Environ 150. Mais c'est énorme. C'est de la corruption pure. La transition énergétique est estimée dans le budget de l'État à environ 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. Alors, c'est pas obligatoirement des dépenses budgétaires. Par exemple, la taxe sur l'électricité pour payer les renouvelables est prélevée sur le citoyen. Donc, c'est là où il faut ajuster. Et ça fait partie des 100 milliards globaux que j'ai mis dans mon livre. C'est-à-dire, il y a 50 milliards d'économies trébuchantes pour le budget, et puis après, il y a tout ce qui reste. Mais si on arrête la folie de cette transition énergétique folle, alors qu'on est les meilleurs élèves de l'Union européenne, qui est le meilleur élève du monde, moi je dis, le jour où les Allemands et les Polonais émettent aussi peu de CO2 que nous reprenons le chemin avec eux, qu'ils nous rattrapent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif de moins 55% de gaz à effet de serre est basé sur 1990. En 1990, notre programme nucléaire était en activité. Donc nous avions déjà un niveau très bas. L'Allemagne était très haut. Donc pour l'Allemagne et la Pologne, c'est pas du tout difficile de faire ces 55%. Mais pour nous qui avons fait déjà 31% du chemin depuis 90, les 20 derniers sont insurmontables ou alors à un coût exorbitant, c'est-à-dire qu'on mourra guéri. Il n'y aura plus d'industrie, plus d'activité, des Français ruinés. Quand tu additionnes tout ça, entre les économies que j'avais déjà perçues, plus ces 40 milliards énergétiques, tu peux honnêtement réduire le déficit du budget sans drame pour les Français, allez, de 50 milliards assez vite. Ça veut dire passer de 150 à 100. Il ne faut pas le faire d'ailleurs trop brutalement, parce que si tu le fais trop brutalement, tu vas alimenter une récession très vite. Donc il faut faire une descente rapide, mais qu'on peut faire. Après, je ne vais pas, moi, dire qu'on aura un budget excédentaire demain matin. Mais on doit pouvoir, honnêtement, réduire à 100 milliards le déficit, c'est-à-dire arrêter la spirale de la dette qui monte. Au rythme où on en est, j'ai regardé tous les chiffres, personne ne le dit. Là, on est dans le déni complet. Au rythme où on en est, si on continue comme ça encore un an ou deux, on est en faillite dans 2 ans, si c'est pas avant. Hein. Parce qu'on va arriver à 100 milliards d'intérêts d'emprunt. Et d'ailleurs, cette année, les économies qu'on va faire vont juste payer les intérêts d'emprunt supplémentaires. Et comme il y a bien un moment, les investisseurs internationaux vont se rendre compte que tout ça est pourri jusque... Donc on va faire quoi? Ils vont faire quoi? Donc moi, je crois même d'ailleurs, alors on va dire que je suis complotiste, mais je crois même que l'excitation guerrière d'Emmanuel Macron est plus liée à la volonté de saisir l'épargne français ou de mettre un impôt supplémentaire qu'à la fausse menace russe ou même la volonté de déclencher une guerre. Je pense qu'il a conscience que la situation budgétaire de la France est intenable, qu'il n'ose pas et qu'il ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent, et que donc il est en train de faire diversion. Et tu vas voir que dans les 2 mois qui viennent, il y aura, je pense, si je me trompe, bah, tant mieux, il y aura un impôt guerre, et on dira aux petits vieux de TF1 et de France 2, vous pouvez quand même donner 1% de votre assurance vie, ou 2%, ou 3%, pour nous protéger contre la Russie. Et pour nous réarmer. Quand même. Et puis, il obtient comme ça des facilités pour lever les 3% de Bruxelles. Et puis, après avoir ruiné la France et surendetté la France, il va surendetter l'Union européenne pour être président de l'Union européenne à la fin de son mandat. Pour moi, c'est limpide. Est-ce que, quand même, dans l'ensemble, et si on se met au-dessus des querelles partisanes, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un sujet, notamment pour les gaullistes, et je crois que tu n'es pas étranger à la famille gaulliste, ou à l'héritage gaulliste ou gaulien, on l'appellera comme on voudra. Il n'y a plus de famille gaulliste. Bah, il y a un héritage, discuté, on est d'accord. Est-ce que, d'un point de vue gaulien, il n'y a pas une cohérence à dire la France doit avoir une défense crédible, indépendante des États-Unis et de la Russie? Mais bien sûr. Mais comment on la finance? Mais
On est en plein contresens permanent. C'est incroyable ce qui se passe. On nous explique, Macron sort de sa boîte, comme le diable sort de la boîte, en nous expliquant qu'il y a la guerre, alors que ça fait 3 ans qu'il y a la guerre, et qu'on est en train de faire la paix. Donc il veut saboter la paix. En fait, Starmer et Macron veulent saboter la paix. Bon. Est-ce qu'ils ont des choses à cacher en Ukraine graves ? Je commence à me poser la question. Ils veulent saboter la paix. Premier point. Mais ils veulent faire la guerre au moment où il y a la paix. Très curieux. Deuxième contresens historique, c'est que s'il y a un pays qui n'a pas de retard dans sa défense, c'est la France. Que l'Allemagne, la Pologne qui réarme, les Pays-Bas, tous les États européens se posent la question de leur défense, ça c'est normal. Et ils se la posent d'autant plus que les Américains commencent à dire on en a marre de payer pour vous. Bon. Donc ça c'est normal. Mais que la France, qu'on sonne l'alarme de la France, alors que, il faut le reconnaître, il a quand même augmenté le budget de la défense régulièrement depuis qu'il est arrivé. C'est pas grand-chose de fait, mais il a au moins fait ça. Alors qu'entre nous, je me suis battu contre Sarkozy et Morin qui nous donnent des leçons maintenant, mais moi je me souviens de Morin en commission des défenses qui nous expliquait qu'il fallait tout fermer, que... Ça a existé ce discours. Attends, je l'ai entendu. Je me vois encore Morin avec une carte expliquant qu'on allait fermer la moitié et qu'on allait faire des super économies et tout. Donc, et maintenant, il y a bien eu un sous-investissement dans la défense. C'est évident. Mais il faut quand même reconnaître que depuis 2017, on remonte légèrement. Que notre budget de défense ne soit pas assez élevé, oui. Mais de dire aux Français, on va passer à 3% est une hérésie pour moi. Pourquoi ? Parce que les militaires poussent à changer la doctrine de défense de la France. Je te renvoie au cahier qu'on vient de rédiger avec nos meilleurs experts pour mon projet, qui dit « Notre défense doit rester sur une logique gaulienne. La défense du seul territoire français, la défense des seuls intérêts vitaux de la France, et pas la défense d'un théâtre d'opération continental qui ne nous regarde pas. » Moi, j'assume. C'est-à-dire, la France, avec sa stratégie nucléaire, plus des investissements dans la marine qui manquent pour notre réseau dans le monde, plus du cyberattaque et de l'espace qui manque, n'a pas besoin de partir dans une fuite en avant pour créer un outil d'armée de terre chargé de défendre l'Ukraine. Je refuse cela. Moi, je dis, avec 2,5% du PIB, on peut avoir une bonne défense calibrée à nos seuls intérêts vitaux. Mais pour cela, ça veut dire qu'il faut arrêter de mentir. Il ne faut pas dire on va défendre l'Europe entière. C'est pas vrai. Si déjà, on maintenait l'indépendance de nos forces de dissuasion nucléaire, l'indépendance de nos outils, qu'on n'achète pas la catapulte du futur porte-avions aux États-Unis, qu'on maintenait nos rafales et qu'on participe plus au SCAF, où les Allemands sont en train de nous piquer tout. À ce moment-là, 2,5 suffisent. Si on veut rentrer dans le délire d'un corps de bataille pour lutter contre un pacte de Varsovie imaginaire, et qu'on pense qu'on est revenu en 48, à ce moment-là, il faut mettre 5%, oui. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que la menace n'est pas là. Et que l'Allemagne et la Pologne aient un sérieux problème et qu'ils doivent... qu'ils se démerdent. Ils ont eu un avantage compétitif pendant 50 ans à nos dépens parce que la France a payé sa défense et eux ne l'ont pas payé. Et maintenant, c'est nous qui devrions leur donner notre parapluie nucléaire et payer à leur place. C'est ahurissant ce qui se passe. Donc moi, ce que je dis, c'est que la France est en faillite. On doit trouver 50 milliards d'économies dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Sinon, on est en crise de la dette. C'est complètement délirant de dire qu'on va remettre 50 milliards en plus pour la défense. Ça n'a aucun sens. Pour faire des chars, pour acheter des chars qui serviront à rien. Alors que la guerre de demain, d'ailleurs, entre nous, on l'a vu, ce sont les drones, c'est le cyberespace, c'est une autre forme de guerre. Et entre nous, il faut mieux renforcer notre dissuasion, faire des missiles qui manquent, supersoniques, subsoniques, enfin les hypersoniques, voilà. Les derniers missiles qu'on n'a pas. Avoir une marine, parce que si la Turquie ou l'Algérie veulent nous emmerder, on sera bien content d'avoir une marine forte. Et puis voilà. Donc il peut exister des menaces. Mais il y a plein de menaces. Mais le général de Gaulle avait compris qu'il fallait un outil de défense qui coûte le moins cher possible et qui maximise notre défense. Il avait eu l'idée géniale, avec Gallois,
d'imaginer cette dissuasion du faible au fort qui a été reprise d'ailleurs par l'Inde, le Pakistan, Israël, tous les pays qui veulent se défendre contre une menace existentielle, mais qui ont compris que ça sert à rien d'aligner des centaines de chars pour faire quoi? Mais c'est aux Polonais et aux Allemands de les payer leurs chars, qui se démerdent. Pourquoi ça serait nous? Pourquoi ce serait le pays qui a toujours payé sa défense, qui est en situation financière extrêmement périlleuse, qui devrait tout à coup claquer 50 milliards sans avoir de stratégie de défense? Une armée, c'est au service d'une stratégie, et pas l'inverse. Donc, toi, ta stratégie, au fond, est une stratégie isolationniste. Totalement. Totalement. J'assume une stratégie nationale. Pas isolationniste, nationale. L'intérêt vital de la France peut bien sûr dépasser la frontière hexagonale immédiate. Mais l'intérêt vital de la France n'est pas l'intérêt des plaines d'Ukraine. Mais on rappellera que le général de Gaulle avait posté des troupes françaises en Allemagne. Oui, bien sûr. Donc, il y a une tradition de rayonnement européen de la France. D'accord, mais cette tradition, c'est pas la tradition du pigeon de l'Europe. Il n'y a pas marqué pigeon comme à la Poste. Parce que derrière c'est très intéressant. Pourquoi les Allemands et les Polonais demandent une dissuasion nucléaire? Alors, les Polonais annoncent qu'ils vont se doter de l'arme nucléaire eux-mêmes, semble-t-il. Oui. Ce qui posera un problème. Ça poserait quand même un problème. Les Allemands savent qu'ils ne sont pas complètement légitimes à avoir une arme nucléaire depuis 1945. Mais c'est la question, est-ce qu'on tend la main à l'Allemagne ou pas? Mais en les faisant payer au besoin. Mais sûrement pas. Mais s'ils payent, ils décideront. Mais c'est quoi ce délire? Une arme nucléaire ne vaut que pour une nation. On va discuter à deux pays. On va demander à la coalition allemande, SPD, CDU, Vert. Est-ce que dans 15 jours, on va appuyer sur le bouton? Mais enfin, on est en plein délire. Une dissuasion, c'est national. Tout le reste, c'est de la littérature. C'est du bullshit, ça vaut rien. Et puis, entre nous, moi, je me mets à la place des Allemands. Salvini l'a très bien dit pour les Italiens. Il a dit, mais moi, je veux pas dépendre de ce fou de Macron pour la dissuasion de l'Italie. Qui garde sa bombe nucléaire pour lui. Il est hors de question qu'on ait un dingue français qui appuie sur le bouton pour nous défendre. Mais au nom de quoi la France, tout à coup, veut remplacer les États-Unis? Déjà, la dissuasion américaine est sujette à caution, parce que je doute qu'un jour, aucun président américain envoie une bombe nucléaire sur Moscou pour défendre les États baltes. C'est une sorte d'illusion. C'est beaucoup plus leur force terrestre et le nucléaire tactique qui était utile, et c'est pourquoi d'ailleurs on a dérivé vers le nucléaire tactique. C'est parce que on s'est bien rendu compte qu'à un moment, on ne pouvait pas défendre un autre pays avec du nucléaire stratégique. Le nucléaire stratégique, ce que j'appelle le nucléaire stratégique, c'est-à-dire la dissuasion totale, ne vaut que pour ses propres frontières. Parce que tu es prêt à risquer l'apocalypse nucléaire si on t'attaque. Pas si on attaque le voisin. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Donc, il faut arrêter de mentir. Donc déjà, la dissuasion nucléaire américaine est sujette à caution. Et en fait, ne vaut que par les forces traditionnelles de l'OTAN et leurs forces. Mais la dissuasion nucléaire française pour défendre les États baltes ou la Pologne ne vaut rien. Ça n'a aucun sens, ni pour la Pologne, ni pour la France. Donc, il faut arrêter cette mystification. Il faut arrêter tout ça. En revanche, il faut qu'il y ait une stratégie de défense, Pologne, Allemagne, États baltes, et que la France ait son mot à dire éventuellement, dans des coopérations militaires, oui. Et là, nous avons notre rôle à jouer, mais à ce moment-là, il faut peut-être que les Polonais arrêtent d'acheter des F-35, avec l'argent des Français. Parce que nous avons donné des dizaines de milliards d'euros à la Pologne pour acheter du matériel américain. Remarque, bien fait pour eux, ils ne peuvent pas l'utiliser. Mais non, mais il y a un moment, il faut arrêter de mentir. Mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi. Et les gens gobent ça. La dissuasion nucléaire, c'est pour nous. Et que les investissements, on les fasse dans les technologies d'avenir. Le cyberespace, le futur avion de chasse, la marine. Là, il y a des percées à faire. Là, il faut qu'on investisse. Donc si déjà, on rajoute 10-15 milliards, 20 milliards, dans un pays qui a 150 milliards de découverts et qui ne sait même pas faire 10 milliards d'économies, et qui est en rupture de dette, en crise monétaire demain matin, non mais tout ça est... Mais ce qui se passe est saisissant. Et le gouverneur de la Banque de France qui raconte n'importe quoi. Mais ces gens sont là, au bord du précipice. Il y a un abîme total. Ils sont tous au bord de la falaise et ils racontent n'importe quoi.
au lieu de reculer de 3 pas. La première mesure à faire, c'est des mesures d'économie drastiques tout de suite, pour éviter la crise de la dette. Sinon, les Français vont se voir voler leur épargne. Et moi, je serai les Français, je laisse plus rien en compte d'assurance vie, je laisse plus rien sur le compte bancaire. Moi, je te le dis. Alors, on reprendra Moi, cette j'ai de la question, chance, j'en ai j'espère, à ces jours. Mais j'ai rien, donc ça sauve bien. je voulais, pour terminer cette interview, Non, mais c'est grave, parce qu'il y a des millions de Français qui croient encore que leur épargne est protégée. Alors, sur l'assurance vie, elle n'a jamais été protégée. Oui, mais ils le croient. Et l'assurance vie sert déjà à alimenter la dette française, puisqu'il y a des achats obligatoires massifs je sais. De dettes. Mais reconnais que les placements ne sont pas très sûrs en ce moment. Ah mais le problème, c'est que rien n'est sûr dans la vie. Oui, enfin, rien n'est sûr, mais tu peux... Non, mais c'est une affaire fondamentale. Le danger aujourd'hui, les 2 dangers de la France, les 2 menaces existentielles de la France, c'est les narcotrafiquants mêlés à l'islamisme dans nos cités, et c'est la crise de la dette. Et le risque sur l'épargne des Français, c'est-à-dire sur leur labeur. Voilà les 2 dangers. Et quelqu'un qui n'a plus toute sa santé mentale nous entraîne dans un conflit imaginaire qu'il veut provoquer pour faire un saut fédéral et devenir président de l'Union européenne. Voilà la réalité, si je devais résumer. Donc, il faut revenir à la raison. Mais comment dire ça quand toutes les forces d'opposition adhèrent à ce narratif, comme pendant le Covid, de peur d'être traité de je sais pas quoi. Bon, je suis sûr, j'espère qu'on aura l'occasion de repréciser un certain nombre de points. Je voulais terminer cette interview par un message. Quel message tu envoies aux électeurs de Marine Le Pen, aux électeurs... Alors, c'était Éric Zemmour avant, probablement Sarah Knafo aux prochaines élections présidentielles. Quel message tu envoies à leurs électeurs en disant, c'est quoi ta différence par rapport au RN et je ne sais plus comment s'appelle le parti Je suis le seul vrai indépendantiste. J'aurai une candidature indépendantiste. Plus nous serons nombreux à défendre l'indépendance de la France, c'est-à-dire à dire clairement qu'on ne peut pas redresser le pays en s'accommodant de l'Union européenne, qu'il faut en finir avec cette Union européenne, qu'on ne résoudra pas la question de la sécurité, de l'immigration, du pouvoir d'achat, de la compétitivité dans le cadre de l'Union européenne. Je suis le seul qui le dira à la présidentielle. Et plus nous serons nombreux, plus les Français me soutiendront, plus les autres forces politiques seront obligées de prendre en compte ce message souverainiste. Ce qu'a fait Farage en Angleterre, je veux le faire en France. Alors, je sais, j'entends d'ici des voix disant « Oui, mais Dupont-Aignan n'a jamais été pour le Frexit ». Ce que je dis, c'est que le Frexit, pour moi, est l'issue ultime de secours. Mais que l'inconvénient du Frexit, c'est qu'on laisse vivre l'Union européenne. On s'en va, mais l'Union européenne reste. Moi, je préfère qu'on fasse exploser l'Union européenne de l'intérieur. Je pense qu'on ne peut plus la réformer. J'ai longtemps cru qu'on pouvait la changer, comme Marine Le Pen, comme Bardella, comme Zemmour et tout. Ils pensent qu'ils peuvent la réformer par l'union des droites à l'intérieur du Parlement européen. Moi, je ne le crois pas. En revanche, je crois que si la France arrive avec un nouveau président en disant « je ne paye plus », je rétablis la primauté du droit français, j'envoie l'armée aux frontières, et je n'obéis plus aux oukases de Mme von der Leyen, je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui nous rejoindront pour recréer une structure légère de coopération gaullienne des États sur des projets concrets à la carte, que nous récupérons notre souveraineté et qu'on aura les avantages du Frexit en ayant fait disparaître l'Union européenne. Et que c'est mûr, et qu'il n'y a que la France qui peut jouer ce rôle pour faire exploser l'Union européenne, mais reconstruire une coopération. Ne pas partir. Si on n'arrive pas à faire ça, alors la seule solution sera le Frexit. Mais moi, je veux tenter autre chose avant. Donc je serai le seul candidat qui a une pensée, je crois, cohérente pour renouer avec l'indépendance de la France et rebâtir une Europe des projets qui permettent de peser dans la mondialisation, parce qu'il ne s'agit pas obligatoirement de dire on ne doit jamais travailler avec nos voisins. On sera obligé de travailler avec nos voisins. Mais simplement, il faut absolument, avant que ça devienne une structure dictatoriale, c'est en voie de l'être, puisqu'ils ont annulé des élections en Roumanie, il faut absolument, là, vraiment, éradiquer l'Union européenne. Et je serai le seul candidat, je pense, on verra, mais qui aura cette ligne de conduite. Et imagine qu'il y ait des millions de Français qui se retrouvent derrière cette pensée
et qui disent oui, pour s'en sortir, il faut en finir avec l'Union européenne, il faut se libérer de l'Union européenne, il faut soit la remplacer, soit sortir, eh bien je pense que la vie politique sera différente. Et je pense que ce qui va se passer dans les mois qui viennent est décisif. Et ce qui m'a fait changer aussi, c'est l'annulation de l'élection en Roumanie. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on est face à une organisation totalitaire et qu'il n'y a plus de quartier. On ne peut plus dire on va s'en accommoder. Ce que j'ai longtemps dit, hein. Moi je reconnais que j'ai changé d'avis. La situation est tellement grave qu'on ne peut plus s'accommoder de ça. Donc je serai le seul candidat indépendantiste. Bon, merci Nicolas. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un long entretien pour préciser un certain nombre de points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, notamment sur De Gaulle et la défense. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Mais merci beaucoup. Ah, on a abordé quand même. Hein. On l'a abordé, mais je pense qu'il y a encore des choses à redire. Merci à toi. Merci à toi.